Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. De la philosophie à l'être, de l'économie au développement durable, des fondements et de l'équilibre de nos sociétés, le partage est au cœur de ce qui fonde, construit et fait grandir l'humanité. Cette année, la Cité de la Réussite a décidé d'appeler ses participants à partager. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Il faut qu'il y ait un lien intime entre moi, l'homme, qui veut être européen, et toutes les institutions européennes. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle, et déjà, il est en danger. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est une fracture ou un moment historique où tout a changé. C'est vertigineux, nous avons même le pouvoir de tout faire sauter, de tout détruire. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour, merci à vous tous. D'abord, il est évident que je suis impressionné d'être ici, de vous voir si nombreux et probablement tout à l'heure attentifs parce que vous avez des interlocuteurs de grande qualité. Et puis, je suis encore plus impressionné et ému d'animer cette discussion dans cette salle prestigieuse où Marie Curie, ce que je viens d'apprendre, a fait son premier cours en 1906. Elle nous donne donc un devoir d'exigence et en même temps une mission pour l'avenir, ce que vous allez probablement entendre avec les interlocuteurs. Les voici tous réunis, Stéphane Lissner, Gilles Jacob, Peter Gelb et Laurence Equilbé. C'est un événement et c'est en même temps, à mon sens, une gageure et pour le moins un paradoxe. Il en est peut-être de la démocratisation culturelle comme de beaucoup d'autres idées. Ce sont ceux qui la pratiquent le moins qui en parlent le plus. Mais c'est vrai qu'ils en parlent souvent le mieux. Ce sont des figures éminentes
du monde de la création et dont les institutions se distinguent peut-être plus par leur caractère élitiste que par la volonté passionnée de faire entrer le grand public. Le Festival de Cannes, par exemple, que dirige Gilles Jacob, est davantage connu pour les stars de cinéma, la qualité des films français ou américains qu'il présente, que pour la place laissée aux simples mortels que nous sommes. La Scala de Milan qu'a dirigé Stéphane Nisner, l'Opéra de Paris, dont il va maintenant prendre heureusement la direction. Pourquoi déjà, sorry? Parce que c'est vrai qu'il mérite des applaudissements. Il va changer l'opéra, vous verrez dans quelques années. Mais il le dira lui-même, il n'a pas besoin de moi. Le Metropolitan Opera à New York, qui a à sa tête Peter Gelb, qui a lui aussi des initiatives dont nous allons parler très vite. Mais ils sont célèbres, mais pas pour l'ouverture au grand public, même s'ils essaient souvent avec succès, et même s'ils font de grandes promesses pour l'avenir. Leur situation est davantage celle d'un lieu réservé, enfin c'est l'image qu'ils en ont, et comme il faut être un tout petit peu provocateur, qui est davantage un lieu réservé aux élites sociales qui se mettent en scène elles-mêmes dans leur rapport avec la culture. N'est-on pas loin de la démocratisation? Le monde de l'opéra et de la musique classique en lui-même n'est guère connu pour être les lieux les plus ouverts. On pourrait le dire du Festival d'Aix-en-Provence, où Laurence Equilbé est artiste associé, n'apparaît pas encore, malgré tous les efforts, comme un lieu de fréquentation du plus grand nombre. Vous voyez les thèmes et les questions que vous aurez peut-être tout à l'heure à leur poser. Mais nous sommes tous avec vous, Laurence Equilbé, Peter Gelb, Gilles Jacob et Stéphane Nisser, pour parler de démocratisation culturelle, le sujet qui semble a priori le plus éloigné des métiers que vous exercez, et pourtant ce n'est pas tout à fait vrai. C'est un sujet dont on ne cesse de parler sans avoir jamais réussi à lui trouver une solution. Peut-être trouverons-nous ici des pistes. Et à dire vrai, la démocratisation culturelle est une question qui se pose à nous, mais à laquelle il n'y a pas été trouvé à ce jour de réponse assez claire, sans dire définitive. Nous allons tenter avec vous tous et avec vous qui allez, comme dit l'autre, grâce à la démocratie participative, des questions qui seront posées, essayer d'aller un peu plus loin pour que le grand public trouve un jour sa voix dans le monde de la musique, de l'opéra, de la culture, grâce à vous, madame, messieurs, à vos projets et à vos initiatives et surtout à votre curiosité incessante qui fait bouger les choses. Peter Gelb, vous êtes à l'origine d'une des initiatives les plus belles et réussies, transmettre l'opéra en direct dans des cinémas du monde entier pour des publics socialement variés et toujours passionnés. On va présenter un petit film de ce que vous faites au Met. Et vous le commenterez si vous voulez après. OK? Is this working? No. Hello. First of all, I'm delighted to be here with all of you. What the film clip that we selected to send here is, I just wanted to explain what it is. It's a representation of what took place a few weeks ago at the opening night of the Metropolitan Opera, in which inside the Opera House, for the opening of the season, it's a very festive gala occasion, like the opening of the Paris Opera or for any great cultural institution. But at the same time, it was an event that we share with the broader public in New York. And the way we do this is by taking, with the permission of the city of New York, taking all of the large screens in Times Square, which is the kind of the cultural crossroads of social and cultural crossroads of New York City, and invite an audience to watch the opening night on all the big screens, whether they're advertising usually beer or CNN or whatever. That these screens become dedicated to providing an opera show, and at the same time we also put a screen in front of the Metropolitan Opera so an audience of thousands of people can watch for free, as in Times Square, what an audience inside the Opera House is paying many hundreds, if not thousands of dollars for. Mais, cher Peter, combien de fois vous avez répété cette opération? Ça, c'était le gala d'ouverture, mais combien de fois vous avez laissé la gratuité, vous avez ouvert au grand public? Combien de fois? Est-ce que vous le répétez beaucoup depuis? This is something that began when I became the general manager of the Met in my first season in 2006. And it's what we do to start the season every year. But we have many other initiatives to make opera more accessible, both for people outside the Opera House as well as bringing people inside the Opera House. On va voir comment. On va voir d'abord la vidéo. D'accord? La vidéo, s'il vous plaît.
Good evening. I'm Deborah Voigt, and I'm thrilled to once again be your host for opening night at the Metropolitan Opera with Donizetti's L'Elisir d'Amore. While a glittering audience enjoys tonight's performance inside the Met, welcome to all of you out here on the plaza at Lincoln Center, and to everyone watching from Times Square, where tonight's performance is being seen on more screens than ever before. This is the 7th year in a row that the Met has opened its season in Times Square and here on the plaza. What does it mean for the cultural life of the city to make the Met's opening night so accessible? I think it means that great art belongs everywhere in a great city, not only here for diehard opera fans and folks that happen by, but really in the heart of New York. Having a good time? You both look kind of tired. Take a deep breath, it's okay. You know, the stage is huge. Yes. And we have to run and do lots of movements. Yes. So that's why there is a... Dancing and laughing and, by the way, singing. Yes. We got that too. Do I dare mention the aria coming up in the next act? Which one? Una furtiva lagrima, one of the most gorgeous and famous we cut it in this pieces production, ever. didn't know? Possa
Voilà, c'est dommage, on aimerait bien que ça continue, on se laisse bercer, il y a les cantatrices, les chanteurs. Mais en tout cas, c'est une belle introduction à la discussion que nous allons avoir. Et vous avez fait changer le Met, non sans difficulté, comme toute belle innovation, et vous nous direz les difficultés que vous avez rencontrées. En tout cas, votre initiative renouvelle les chances d'accès pour beaucoup à l'opéra. Est-ce que, puisqu'il faut que je lance la discussion, Gilles Jacob et Stéphane Lissner, est-ce que on assiste aujourd'hui à une crise de la culture, contrairement à ce qu'on croit? Est-ce que dans certains débats publics, etc., le mot culture est banni? Est-ce qu'il y a une crise ou alors justement un début de réflexion pour nous conduire à une plus grande démocratie culturelle, même si c'était un terme idéal? Gilles Jacob. C'est dommage, j'aurais amené un petit film aussi si j'avais su qu'on avait... J'étais sûr. Je crois pas du en tout... 3D. En 3D, oui. Je ne crois pas du tout qu'il y ait une crise de la culture. J'en veux pour preuve qu'en littérature, par exemple, 2 fois par an, sortent en automne et en janvier 600 livres, c'est-à-dire beaucoup plus qu'on ne peut lire. Il sort un nombre de films très important. Les salles de théâtre sont pleines. Les expositions, il faut faire la queue pour rentrer. Donc je ne pense pas du tout qu'il y ait une crise de la culture. Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a d'abord la technique, c'est-à-dire les moyens d'y accéder. Et là, c'est sûr qu'Internet apporte beaucoup. Si j'ai envie de chez moi de faire un tour au musée du Louvre, je peux, sans avoir à payer. Je m'aperçois que sur les réseaux sociaux, par exemple sur Twitter, il y a une nouvelle génération de cinéphiles qui est d'une connaissance du cinéma absolument parfaite. Ils postent maintenant non seulement des photos, mais des films en entier, en noir et blanc, et ils ont des discussions à n'en plus finir, comme on en avait ici même dans les années, j'ose pas vous dire combien, mais disons 50 pour arrondir. Et donc, je pense que, et je ne veux pas être long, je pense que ce n'est pas une question de technologie, c'est une question de mentalité. Je pense qu'il faut que soit l'éducation, enfin l'éducation d'une part et les médias de l'autre, redonnent aux jeunes gens ce qui manque peut-être, un mot que vous avez employé tout à l'heure, Jean-Pierre, qui est le mot le plus important, qui est le mot curiosité. Si vous redonnez avant 20 ans la curiosité pour n'importe quel art, et si possible tous les arts, à des jeunes gens avec le moyen d'y entrer, et ça c'est l'école, c'est l'éducation, à ce moment-là, la vie est belle, ils se feront la culture qu'ils auront envie de se faire. Mais sans cette curiosité, c'est-à-dire la création du désir, ce que disait autrefois Toscan du Plantier, vous n'arriverez à rien. Donc c'est plus, à mon sens, dans l'éducation des mentalités... Et est-ce que ça se fait aujourd'hui suffisamment? Écoutez, est-ce qu'on entretient le goût de l'art? Est-ce qu'on entretient le goût de la culture, le désir? Je vais vous donner l'exemple d'une Cagne à Louis-le-Grand, toujours dans les mêmes années. Les professeurs de Cagne de littérature arrivaient au cours. Moi, j'avais un professeur qui s'appelait Monsieur Forget. C'est lui qui m'a donné le goût de la littérature. Il nous a lu Palude, c'est tout. Il n'a pas fait de cours, il a lu des livres. Qu'est-ce qu'on faisait? On s'est précipité chez Giberjeune, de l'autre côté du boulevard, pour acheter Palude d'occasion. Et vous, vous avez eu un prof, Stéphane Lissner, qui chantait, qui disait pas ses cours, mais qui ouvrait une partition et puis qui s'envolait. Je vais répondre sérieusement à votre question d'abord. Mais déjà, le ton grave me préoccupe. Est-ce qu'il y a une crise de la culture? Non, mais il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude en Europe pour une raison très simple, c'est que la plupart des théâtres et des pays européens, à travers leurs institutions, il s'agit d'une mission publique. Donc nous sommes dans des théâtres publics, nous sommes aussi bien dans les musées. Il y a une mission publique. Et le grand problème et la grande inquiétude, c'est que les États se retirent peu à peu, d'une part parce qu'il y a la crise aujourd'hui économique, mais pas seulement, c'était déjà amorcé avant la crise. Et le fait qu'il y ait ce désengagement des États, ça peut conduire effectivement à une culture différente, qui pourrait être une culture dite plus facile, au sens où elle serait moins exigeante. Et là, je pense qu'on peut se préoccuper.
Sur la question plus directe qui a été abordée sur la curiosité, moi je crois qu'on reste très curieux, on est un petit peu désarçonné à cause des nouveaux moyens de communication, c'est-à-dire que sont apparus dans les dernières années des nouveaux moyens qui nous ont un peu chamboulé le champ culturel. Mais je crois qu'il y a la curiosité. C'est à nous de leur proposer aujourd'hui des projets. Et cette mission publique, c'est garder cette exigence. Là, sur cette question, je crois que tous, nous avons une responsabilité, un rôle à jouer. Parce que vous sentez que la place de l'économie est de plus en plus présente et contraignante, avec des budgets qui sont diminués, qui sont réduits. Certains pays sont en récession. On voit ce qui est en train de se passer pour tout l'art en Grande-Bretagne, qui avait déjà commencé avec Madame Thatcher, si je me souviens bien. Il y a eu des corrections avec Tony Blair, etc. Mais ça repart. Mais ce n'est pas seulement en Angleterre, un peu partout. Oui. Un peu partout. La priorité n'est pas la culture. Non, pour les États. Non, parce que le thème, si on repart de la démocratisation pour un théâtre, prenons un théâtre simple, c'est d'une certaine... Premièrement, c'est d'être capable de faire venir à l'intérieur de ce théâtre le plus grand public possible, avec les classes sociales les plus étendues pour permettre au plus grand nombre. Et puis l'autre aspect, c'est d'essayer de prendre ce projet culturel et de l'amener le plus loin possible des murs de ce théâtre. Je sais pas, appelons ça le dedans et le dehors. À l'intérieur de l'entreprise, aujourd'hui, on demande aux entreprises culturelles d'être beaucoup plus performantes économiquement, les coûts sociaux augmentent, les diminutions de subventions sont toujours plus importantes, et donc les coûts des spectacles et le coût de l'entreprise augmentent. Et donc on est obligé d'augmenter les prix de place. Et plus on continue à augmenter les prix de place, plus on prive et on empêche toute une partie de la population d'accéder. Alors c'est sans fin ou il y a une piste, une solution? Parce que par exemple à la Scala, ce sont surtout des abonnés. Oui, à la Scala, ce sont des abonnés, mais enfin, à la Scala, on place a... pour le public. Non, mais il y a une politique très agressive vers les jeunes pour permettre sur 600 000 spectateurs à 100 000 jeunes de venir pour des prix très bas assister à l'opéra. Vous le ferez à l'Opéra de Paris? Oui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut ouvrir les portes des théâtres au plus grand nombre. C'est ça la mission d'un théâtre public. Mais ces coûts deviennent tels aujourd'hui que on a, par exemple, prenons un tout petit exemple, et je termine, on a considéré pendant très longtemps que le mécénat, au fond, venait peu à peu soutenir et prendre la place du rôle de l'État. Et on a utilisé l'argent du mécénat très souvent pour alimenter les productions, c'est-à-dire donner de l'argent de plus en plus pour pouvoir monter des spectacles, puisque l'argent faisait défaut. Et je crois qu'une des solutions, qui n'est pas du tout une solution qui permettra de régler le problème, mais une petite solution, ça consisterait déjà, au lieu de chercher seulement le mécénat pour augmenter les coûts des productions, ça servirait surtout, je trouve, à abaisser le prix des places. Car plus vous faites rentrer de l'argent d'une entreprise culturelle, et plus vous pouvez évidemment, au niveau des dépenses et des recettes, vous pouvez diminuer ces dépenses et augmenter les recettes. Mais au fur et à mesure que les choses s'emballent, c'est toujours le public à la fin qui paye. Pardon pour cette réalité phrase un peu violente, mais c'est ça. Et donc le mécénat devrait demain être un élément clé pour les entreprises qui soutiennent les institutions culturelles pour permettre au public de payer des prix beaucoup moins chers. C'est-à-dire vous sentez aussi que le mécénat a tendance à diminuer lié à la crise des entreprises oui, mais elles-mêmes. C'est cyclique, ça va durer 3, 4, 5 ans, et c'est normal, c'est cyclique, ça repartira. Dernière question là, pour le moment, à Stéphane Lister. Et quand l'État, les gouvernements aident et subventionnent des grands établissements publics, est-ce qu'il ne faut pas qu'ils le fassent avec une certaine égalité et du respect des territoires? Par exemple, est-ce que, je ne veux pas le dire, vous n'êtes pas encore, mais l'Opéra de Paris ne consomme pas des budgets qui se font au détriment d'autres opéras dans d'autres villes? Ou alors il faut, dans l'intérêt et de la musique, des musiciens et peut-être du public, 2 ou 3 grands phares dans les métropoles, Lyon... Et tout. Et les autres? C'est ce qui se passe déjà. Donc il faudrait une carte des opéras comme il y a une carte des hôpitaux, une carte de la justice. Non, mais l'Opéra de Paris aujourd'hui, avec 850 000 spectateurs, 2 théâtres ouverts,
a un budget de 200 millions d'euros, et sur ces 200 millions d'euros, l'État ne finance que 45% de ce budget. C'est rien, finalement. 45%, c'est aujourd'hui, encore une fois, ce sont les contribuables, c'est le public qui va payer la différence et qui va permettre aux représentations d'avoir lieu. Il y a quelques années, les États, en moyenne en Europe, étaient à 70% de financement. Et donc, l'inquiétude est là. Pourquoi? Parce que petit à petit, on va se retrouver devant l'obligation de présenter un répertoire toujours plus facile, un répertoire dont on sera de plus en plus certain qu'il va attirer le public, au détriment d'une exigence qui est l'exigence du théâtre public. Laurent Séquilbé, comment vous définiriez la démocratisation culturelle, ou quel sens vous lui donnez-vous, là où vous êtes, chef d'orchestre, avec un orchestre que vous avez choisi, etc. En fait, je pense que dans le terme de démocratisation, on peut entendre effectivement ce dont on parle aujourd'hui principalement, c'est la massification, essayer de partager la culture avec le plus de gens, de fabriquer l'art, d'aider à la fabrication de l'art, de vraiment essayer de faire que le projet que vous faites, ce que vous faites avec le cinéma, effectivement, nous, on a toujours, en tant qu'artistes, l'envie que notre projet soit le plus partagé par tous. Et ce qui me frappe souvent dans le spectacle vivant, c'est que c'est parfois un peu élitiste, dans le sens où on laisse beaucoup de spectateurs sur le bord de la route, et c'est peut-être... Mais qui le laisse? Les metteurs en scène ou les artistes eux-mêmes qui pensent... C'est une autocritique? Non, c'est les artistes qui souvent pensent que comprennent qui pourra, et parfois, si vous êtes complètement largué, pardon du terme, dans les premières demi-heures, vous vous ennuyez, vous êtes perdu et vous ne revenez plus au spectacle. Donc c'est peut-être aussi sur cette question-là qu'il faudrait réfléchir pour que vraiment le public soit passionné dès le départ, dès le premier quart d'heure, soit complètement pris. Et souvent... Ça veut dire qu'il faut aller vers lui aussi, de votre part. Voilà, moi souvent je m'interroge à créer du suspense et à faire que les gens tout d'un coup vont être intéressés pour vouloir aller plus loin dans la compréhension du spectacle. Ça me paraît vraiment très important, parce que finalement, je suis d'accord avec Stéphanie Sner que les prix des places sont souvent exorbitantes, mais finalement, aller voir Britney Spears à Bercy, c'est cher aussi, quoi. Hein, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, les places parfois de variété ou pop sont assez chères. Alors, je suis assez pour, évidemment, pour les jeunes, les familles et tout ça, tout ce travail, là, c'est très important. À Bercy et au Zénith, monter, continuer de grimper, ouais. Et vous baissez les vôtres, vous attirerez peut-être ceux qui en ont les moyens, qui en ont la curiosité, qui peuvent pas y aller. Mais je crois qu'aujourd'hui, toute structure un peu vraiment structurée, enfin toute structure organisée, pardon, a vraiment des départements pédagogiques d'action culturelle très développés, et ça, c'est vraiment extrêmement important aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que il faut savoir aussi peut-être mélanger quand on programme les projets plus grand public et plus pointus. Et peut-être je voulais citer, puisque je trouvais que c'était assez pertinent dans cette table ronde, une phrase de Rainer Maria Rilke qui m'a vraiment frappée ces derniers temps. C'est dans un petit livre qui s'appelle Notes sur la mélodie des choses. Et il dit une phrase, je trouve visionnaire, parce qu'il dit c'est dans les vallées les plus larges que serpente le sentier de sommet à sommet. Et ça, je trouve c'est vraiment visionnaire, parce qu'effectivement, c'est aussi parce que vous faites, moi-même, j'alterne souvent mes projets entre des projets grand public et plus pointus. Je peux faire une intégrale Manoury et puis un projet flûte enchantée, ou voilà. Et je trouve que c'est important, après, le public vous suit, et c'est très important, ce rapport avec son public. Voilà. Et puis, sinon, pour répondre à votre question plus précisément, je pense que moi, je croyais aussi que démocratisation, c'était peut-être... l'idée de renforcer le caractère démocratique dans la culture. Alors, je ne sais pas si on en parle plus tard ou si on en parle maintenant. Oui, allez, dites ce que vous voulez dire là-dessus tout de suite. Non, mais c'est-à-dire, si on prend plutôt la définition de Tocqueville, qui est liberté-égalité, il faut peut-être aussi s'interroger par-delà le fait de faire passer la culture, l'art dans le plus grand large public, de voir comment, au sein même des acteurs de la culture, on pourrait avoir une meilleure démocratie. Voilà, donc en termes de qui fait la culture, qui fabrique l'art dans un pays avec des moyens publics. Voilà. Vous posez des questions tout à fait passionnantes, mais vous ne pouvez pas y répondre. Disons, si on est Lincoln... On est tous, enfin vous êtes tous, nous sommes tous dans tous les domaines très forts pour le diagnostic. Voilà. Et quand on arrive à la solution, on renvoie la balle à l'autre. Disons que si on est un peu lincolnien, on se dit par le peuple, pour le peuple. Et je pense qu'à un moment donné, la culture, surtout quand elle est payée par l'argent public, doit appartenir à son peuple. Et donc, à un moment donné, il faut s'interroger de savoir qui l'a fait. Et moi, je porte un peu aussi un combat avec notamment la SACD, qui est la mixité dans le spectacle vivant. Voilà, donc c'est un grand débat, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui,
il y a moins de femmes dans le spectacle vivant que dans l'armée, et donc c'est quand même pas tout à fait normal. Et La faute à qui? La faute à qui? Et non, mais ça, je ne sais pas la faute à qui. Pourquoi mais elle s'intéresse plus aux avions à réaction, Ouais. aux rafales, etc. Voilà, c'est Hein, ça. que la Donc, musique, moi, je prochain. pense que c'est un problème global, la démocratisation de la culture. C'est-à-dire, on part par une la culture. démocratisation de la société tout entière. Tout part de la culture, comme disait Gramsci. Ça, c'est vraiment le plus important. C'est vraiment tout part de la culture. On peut même pas imaginer une société meilleure si la culture n'est pas exemplaire. Or, aujourd'hui, elle est loin de l'être. Donc, déjà, on a une fabrication artistique beaucoup plus mixte. Déjà, on respirera mieux. Et puis après, tous les travaux qu'on fait, que tous nos amis aujourd'hui présents font, qui sont merveilleux dans la médiation, la transmission, voilà, tout ça, ça respirera mieux. Donc, je pense que c'est un concept, un problème global. Parce que là, il y a un regard peut-être un peu pessimiste ou réaliste, non? Mais il y a, on cite au passage, le succès incroyable des expositions en province et à Paris, au Père, la FIAC, Canaletto et Guardi au musée Jacquemart, l'impressionnisme au musée d'Orsay, tout ça en même temps, et surtout les arts de l'islam au Louvre. Ouais, ça fait beaucoup, au moins pour la peinture. Je sais que c'est un discours qu'on n'aime pas tellement entendre, mais moi qui ai travaillé quand même en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Italie, enfin, je peux vous dire que la France est très, très privilégiée. La proposition culturelle aujourd'hui en France est très, très supérieure à la moyenne en Europe. Et c'est vrai dans tous les domaines. C'est vrai dans la musique, c'est vrai dans les arts plastiques, on l'a déjà dit. L'État, même si aujourd'hui connaît un ralentissement, pour ne pas avoir une diminution pour une des premières fois, est au milieu de toute façon de cette crise. La France aujourd'hui, mais pas seulement Paris, évidemment, mais aussi en province, il y a aujourd'hui une possibilité pour le public d'assister à énormément de propositions culturelles. Donc je crois qu'il faut conserver cet esprit-là. Je reviens encore une fois sur la mission du service public. On doit conserver cette mission, on doit la défendre. Mais la France, dans l'ensemble, propose aujourd'hui à ses concitoyens, et toujours trop cher, mais propose à ses concitoyens aujourd'hui vraiment une offre très importante. C'est pour ça qu'il faut défendre cette exception culturelle française autant que possible. Et on sent d'ailleurs que vous êtes tous les acteurs, vous êtes mobilisés pour que ça continue. Est-ce que vous estimez que c'est un débat purement français, à la rigueur européen ? You know, I'm listening with fascination at everything that's being said. I believe that there is more of a crisis in the arts today than perhaps is being indicated here. I think that, you know, looking at what's going on around the world and seeing in my field of opera, opera houses losing their budgets in huge percentages of their budgets. In Spain, for example, there were budget cuts announced a few weeks ago. I think one company lost 70% of its budget. In Bilbao and Barcelona has been cut back. And seeing what's going on in Italy, where there seems to be very little interest at all in high art and opera houses, that even those that are, with the exception of La Scala, even those houses that continue seem to have no real artistic purpose in what they're doing. They're doing it sort of almost in a mechanical fashion. So I believe, and in America, of course, I guess the great benefit we have is we've never relied upon the government for subsidies. So we don't know what it's like to lose government subsidies. Vous n'en avez pas. We have an annual budget at the Metropolitan Opera of $330 million. Less than 1% of that comes from a combination of the state, the city, and the federal government. Et la ville de New York? Sorry, I'm sorry. New York City? New York City contributes to this 1%. So, but the way, of course, there's a different system in America, and the system in America is that individuals are given tax incentives and deductions when they pay their taxes in exchange for their supporting their favorite cultural institutions. But my approach to this situation is that even, I believe there's always a crisis, whether there's an economic crisis going on at the moment, or whether it's slightly less severe or more severe. I think that there is a continuing crisis which is the ability of
institutions, great public institutions that have been around for many years, to understand that their role is not simply to exist, but to continue to stimulate the public and find new ways to do so. And that is why I think that the directors of institutions like Stefan, what he is doing at La Scala and what he will be doing when he comes back to Paris, and what I'm trying to do in New York, is to keep the public involved, to develop new audiences, to make our art form accessible by reaching out to collaborations with other cultural institutions, whether they're museums or dance companies or symphony orchestras, and to make high art a daily part of the cultural society of the citizens who live in your city. In the case of the Met, we've been very fortunate in having a long history through its radio broadcasts of having touching the lives of audiences around the world, and now with these new high-definition transmissions, we have a global audience as well. But in the end of the day, what it's all about is, in my opinion, is whether you have government subsidies or private subsidies, you cannot survive unless you keep the public interested and create new public for your art form. So it's, that is ultimately what will force governments to give subsidies as well. Because if the people want something, they usually can have some success in getting it. Il y a 6-7 ans, quand vous avez lancé l'idée de la transmission, qu'est-ce qui se passe? Ah, merci beaucoup. Je craignais que ce soit plus grave. Nous sommes tous là. Hein. I thought he was disconnecting me. Oui, oui, non. Aucun risque, no risk. Quand vous avez lancé l'idée de transmission, ça s'est pas fait comme ça d'un coup, du jour au lendemain. Vous avez eu des difficultés. Vous avez dû convaincre les syndicats de musiciens, les syndicats, etc. C'était difficile. Et en même temps, qu'est-ce qui a fait que vous les avez convaincus? The argument I used to convince the trade unions, the Metropolitan Opera has 16 different unions. Of course, we have one great advantage with our unions in America is when they have a contract, they can't go on strike, which is obviously not the same case here. But the unions agreed to our plan to capture the digitally live content and distribute it across all platforms. Not only are we in movie theaters, we're also live on radio. We have a 24-hour digital radio channel on Sirius XM. And we have the ability now, for the first time, to be able to transmit all of our content across every electronic platform that exists. But the reason why the unions agreed to it is because I told them that without this effort, and without their cooperation, the art form that they were employed through was in risk of dying. And they took my word seriously and understood that if they participated, not only would they help the art form survive, but also they would generate more revenues for themselves, because this actually also economically is a very successful program, not just for the Metropolitan Opera, which gets 50% of the tickets box office from all these movie theaters around the world, but also it's beneficial for all the performers and the unions who participate as well. Stéphane Lissner, avant de passer la parole à Gilles Jacob, et rapidement sur ce que vient de dire Peter Gelb, vous admirez, mais avec une certaine perplexité, non? Ça ne peut pas se faire sur le territoire français ou européen? Alors, bon, non, il n'y a pas d'admiration, mais il n'y a pas non plus de perplexité. C'est plus compliqué. Je crois qu'on a parlé tout à l'heure du dedans et du dehors. Donc le dehors, c'est d'essayer de porter au plus grand nombre ce qui se fait à l'intérieur. Il est clair que les nouveaux moyens, le cinéma, Internet, est des moyens, et le cinéma sûrement le meilleur, puisque l'écran est plus grand. Le problème, c'est qu'une représentation, disait Antoine Vitesse, c'est une représentation collective. Nous sommes tous réunis là.
Et si, au lieu d'être en face de nous, vous étiez chacun devant votre écran, vous auriez une perception complètement différente de ce débat. Peut-être meilleure, mais en tout cas, elle serait différente. C'est donc un ciment social, la représentation. Le fait d'être ensemble, et en même temps, on est dans une grande période de crise, et donc les gens ont tendance... Vous voulez dire ensemble avec ceux qui sont les acteurs physiquement sous les yeux? Non, mais aussi ensemble à assister à la même représentation qui est très différente de la représentation au cinéma. Et donc, il ne faut pas considérer, je crois, quand on va au cinéma, d'assister à une représentation d'opéra. On assiste à un objet qui est complètement différent, qui est qu'un réalisateur a capté avec son regard à lui, qui n'est pas du tout le vôtre, puisque chacun a son regard lorsque vous assistez pas celui de son copain réalisateur, à une représentation. Exactement. Donc vous avez chacun de nous devant la représentation un regard très spécifique. Le réalisateur, lui, capte et donc vous impose déjà son regard et donc vous impose la représentation. Je m'arrête là sur le son, je m'arrête ça sur l'image, je m'arrête surtout sur la lumière. Alors, je ne veux pas aller jusqu'au mot dénaturation, parce que ça serait un petit peu violent. Oui, c'est trop. Mais, au fond, il faudrait accepter, finalement, Shakespeare a écrit Othello. Verdi a fait une adaptation d'Othello, qui est une adaptation assez lointaine de l'œuvre de Shakespeare. Et puis maintenant, cette œuvre Othello, elle est représentée dans un théâtre. Puis maintenant, on va la capter et on va donner la représentation de cet Othello. Donc vous voyez bien le chemin entre Shakespeare, entre Verdi, et puis maintenant le cinéma. C'est toujours Iago qui trahit, oui, c'est toujours qui meurt. Oui, mais déjà, dans le livret de Verdi, il y a une dénaturation de l'œuvre, puisque un certain nombre, le 4e acte est coupé. Enfin, il y a un certain nombre Donc il vaut mieux aller au théâtre. Non, mais il vaut mieux aller au théâtre, mais il faut accepter cette idée que c'est un objet particulier et que ça me dérange quand j'entends qu'on donne un opéra au cinéma. Et ça, je pense qu'il faut accepter qu'il s'agit d'un objet très différent. La lumière est un élément clé à l'intérieur, par exemple, d'une représentation théâtrale. On est bien d'accord que, compte tenu même des nouveaux moyens techniques pour les caméras, etc., on est bien, Peter va répondre, ne vous inquiétez pas, on est bien d'accord que, par exemple, même avec les nouveaux moyens techniques, la lumière est évidemment faite pour que les caméras puissent capter la représentation. Et donc, vous comprenez bien déjà que la nuit totale, si on la cherche, on est oublié. Mais tous ces éléments-là font que la représentation... C'est un objet. Mais par exemple, moi qui ne suis jamais allé à l'opéra, enfin, moi, hypothèse, qui ne suis jamais allé à l'opéra, je vais au cinéma à Dijon, à Mont-de-Marsan, et je vois la retransmission de cet objet culturel. Peut-être va-t-il m'initier, va me donner envie, exciter ma curiosité, pour aller le voir peut-être encore sur un plus grand écran, ou aller voir la représentation de la pièce, ou peut-être aller lire la pièce, ou aller écouter avec des DVD la musique. Donc c'est un enrichissement, c'est un apport, mais ce n'est pas la finalité. Oui, mais là encore, vous dites, si je assiste à une représentation, ça dépend à quelle représentation vous assistez, parce que maintenant, l'ensemble des grands théâtres européens, et même après l'impulsion du Met, nous à Milan, on a le 7 décembre en direct dans 500-600 cinémas maintenant. Donc oui, c'est bien, mais encore une fois, sans attaquer directement le projet, je mets un peu en garde sur l'idée que lorsque vous allez au cinéma, vous n'allez pas à l'opéra. Well, let's go. Okay. The truth. I think that I never have tried to suggest that what we are transmitting into movie theaters is the same experience, nor would I want to suggest that. And in fact, we make a point in our transmissions of pointing out the differences. The way I regard our transmissions, which are always live, is opera has a unique spectator appeal amongst the performing arts. It is big, it is spectacular. It is like, for opera fans, like sports are to sports fans. The greatest divas and divos, the greatest stars who appear on our stage and on the stages of the other leading opera houses in the world are all heroic, theatrical gladiators who are going out onto the stage with only their voices as their instruments, and
there is the great unexpected of what will happen when they are out there on the stage. And the stakes are very large, particularly when they know that they're being seen live by an audience of 250 or 350,000 people. So, but like great athletes who set records in the Olympics, the greatest opera stars, like Anna Netrebko, who we saw a glimpse of earlier, typically sing their greatest performances. So they're actually stimulated to do better when they know the audience is larger. Having said that, the main point, though, of what we are trying to transmit, and there's also, it's interesting what you said, Stefan, about the social experience of going to the opera house. There is a social phenomenon which drives the success of these transmissions into movie theaters, which is they're unlike the internet, where you're sitting alone in an isolated experience. The movie theater transmissions enable a community to experience this performance. All people sitting in the movie theater, whether it's a movie theater in Mexico City, we have a theater with 5,000 seats in it, or it's a theater on the Champs-Élysées with a few hundred seats in it, or in the Arctic Circle where we have a theater in Tromsø, Norway. All these people sitting in these movie theaters together know that they're connected by this global live experience. And they are enjoying the fact that they are experiencing it together as a group, which is why, even though the performers cannot hear them, and they must know this, audiences very often will applaud when they hear what they experience in the movie theater. So it's also a question of how these things are presented. We are not pretending that this is some kind of alternative cinematic experience. The way we are presenting these operas as a live experience is really like sports coverage. We have cameras shooting from multiple angles. We have cameras that move across the stage. The audience inside the opera house itself tolerates it because they know that they are sort of at the epicenter of this great global event. And when the singers are not singing, when the curtain comes in, the cameras bring the audiences in the movie theaters behind the scenes to experience what goes on in the operatic kitchen. They see the scenery being changed. They see what goes on in the dressing rooms. It's really kind of an ultimate kind of live opera reality show. And this is not in any way meant to replace going to the opera house, because that's our goal, is to have people come to the Metropolitan Opera House. It's the purpose of this, the reason why we began it, was to raise the profile of opera. And certainly it has achieved that. More people are talking about this and going to it. This year we'll have 3 million people seeing these movie theater showings during these 12 transmissions during the course of the season. And along the way, it has also had some certain benefits. It has stimulated the performers, who at first were very anxious and nervous about it, but now are very excited about it. It actually is making them concentrate more on their acting, because they know that the days where you can just sing your bit and then sort of hide in the corner no longer exist. Que leur mère les voit en Italie ou en Espagne, quand ils chantent, ou les entendent dans un cinéma. Mais c'est pas grave. Vous êtes c'est un formidable avocat, sa belle initiative. Oui. Simplement, vous avez dit, ces acteurs, ces artistes de l'opéra sont comme des champions sportifs, ils se préparent, etc. Sont sans doute des philanthropes, mais est-ce qu'ils se font payer davantage? Une question terre à terre, pour savoir si ça augmente le coût d'une représentation diffusée. Well, actually, the economics, nothing about opera is inexpensive. Nothing about opera is inexpensive, but this is the one aspect of our operation that is profitable. All the artists get paid. They get paid advances and royalties, and all of the union participants get paid. And the incremental costs of producing these productions on camera and the satellites, we have 7 different languages encoded and different satellite paths. All of this is covered and by the revenue that it produces, and it actually is profitable for everyone involved. Allez, Stéphane, oui. Non, je vais juste simplement répondre à Peter que je suis convaincu par pas mal de choses qu'il a dit, mais il y a une chose, malheureusement, sur laquelle je suis absolument même contre, c'est que je pense que la représentation d'un spectacle vivant
la représentation de l'opéra, c'est un mystère, et que ça doit rester pour le public un mystère. Et je ne suis pas convaincu que d'aller voir les chanteurs derrière qui s'inquiètent, qui se maquillent, qui s'habillent, etc. On s'approche un peu du spectacle là, mais je pense qu'on perd du mystère. Et pour moi, la représentation au théâtre, c'est avant tout un mystère. Il ne faut pas aller dans les loges des joueurs de foot, par exemple, ou des rugbymen, parce que ça démystifierait le sport qu'ils pratiquent. Gilles, d'accord. Alors je vais mettre mon petit grain de sel dans l'opéra parce qu'il me semble qu'on a oublié quelque chose. En fait, on est bien d'accord que tout ça mène à donner envie aux gens d'aller à l'opéra, que ce soit évidemment ce que fait notre ami à New York ou évidemment l'opéra, bien sûr. Dans les deux cas, si vous êtes au dernier balcon de l'opéra et que vous avez payé la place la moins chère du monde, vous voyez les personnages en tout petit, bien éclairés certes, avec tout ce qu'il faut de lumière et de musique, mais ce n'est pas l'idéal. En revanche, quand vous avez le spectacle du maître, là, c'est quelqu'un qui capte, c'est sa vision. Vous recevez en gros plan, que vous le vouliez ou non, la chanteuse en train d'ouvrir la bouche, ce n'est pas idéal non plus. Alors moi, je propose une troisième version. Elle chante sans ouvrir la bouche. La bouche en gros plan. La bouche en gros plan. En playback. Alors, les seuls que vous avez oubliés, ce sont ce qu'on appelle les opéras filmés. Je prends Bergman, la flûte enchantée. Excusez-moi, c'est une vision, mais c'est celle d'un artiste. Et qu'à partir du moment où vous acceptez de voir en film un opéra et qu'ensuite ça vous donne envie d'aller pour de vrai voir les gens vivants, alors là, je dis bravo. Et ce n'est pas le seul cas, puisque comme vous le savez, il y a 7 ou 8 films opéras qui du reste ont été filmés en son direct. Ce qui montre bien qu'il y avait une volonté. Losey, par exemple, Don Juan, c'est un chef-d'œuvre, etc., etc. Losey, Don Giovanni. Vous vouliez intervenir, Laure ? Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est certain que les films qui ont été conçus, il y avait aussi l'expérience de la Tosca, je ne sais pas si vous l'aviez vu en direct, qui était quand même un film incroyable. Et c'est vrai que je rejoins aussi Peter Gelb et Stéphane Nisner. La captation est très importante, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est perfectible. Dans le sens où, effectivement, moi j'ai complètement joué le jeu. Il y avait des spectacles du maître que je ne pouvais pas voir, donc je suis allée au cinéma. Je suis aussi allée à la rotonde, à la grande rotonde là-haut, voir la damnation de Faust. Je suis partie à l'entracte parce que le son, c'était juste inaudible, quoi. Donc je pense que tout ça est perfectible et qu'effectivement la vision cinématographique, vous avez un avis très pertinent là-dessus parce que c'est pas mal, mais c'est quand même pas encore très abouti, je trouve. Alors, vous êtes tous des acteurs et vous avez une influence dans le domaine de la culture. Qu'est-ce que vous préconisez pour favoriser le partage culturel ? Et par exemple, Gilles Jacob, est-ce que vous croyez que les festivals favorisent la culture pour tous ? Je ne vais pas vous dire le contraire. Vous avez promis de dire la vérité ici. Notre situation est un peu particulière. Elle se rapproche beaucoup plus, bizarrement, d'une situation américaine, dans la mesure où moi je me suis rendu compte il y a très longtemps qu'il n'y aurait plus d'argent pour la culture, bien avant la crise. Et que par conséquent, le Festival de Cannes, puisqu'il faut bien en parler une seconde, était déficitaire à la fin des années 90. Et quand je suis passé à la présidence, je me suis dit comment faire pour subsister. Et donc, bizarrement, les fonds publics actuellement sont de l'ordre de 20% sur un budget qui est quand même considérable, puisqu'il tourne entre 20 et 30 millions. Et par conséquent, comment faire, étant donné qu'on ne fait pas payer les places, que la ville de Cannes reçoit 8% de places pour le grand public, qu'il y a des cinéphiles qui viennent de toute l'Europe, comment faire pour équilibrer le budget ? Alors nous, on a eu cette facilité d'avoir 3 axes, les télévisions d'une part, la transmission du spectacle, deuxièmement le marché du film, où là évidemment on fait payer les stands, les projections, etc. Et troisièmement, ce que j'ai créé, c'est-à-dire un club de partenaires, autrement dit des grandes sociétés internationales venant faire des opérations de relations publiques et donnant de l'argent au festival, car je voudrais rectifier un peu ce qu'a dit Stéphane Nisner tout à l'heure en ce qui concerne le mécénat. Le mécénat va disparaître. Pourquoi ? Parce que le mécénat, ce sont en effet des fonds privés qui donnent de l'argent aux grandes institutions. Quand nous avons eu des mécénats, Bercy nous a dit « désolé, c'est imposable ». Et par conséquent... Donc battez-vous pour que ça ne le soit pas. On s'est battu. Il y a une société, ça s'appelle l'Admiral. Jacques Rigaud pourra vous en parler savamment. Et Bercy vous dit non, que ce soit le Louvre, que ce soit Versailles, que ce soit le Festival de Cannes, vous êtes trop connus pour que ça ne soit pas, que ça soit du mécénat.
Le mécénat, depuis quand, ça 4 ou 5 ans, à telle enseigne que nous ne faisons pas. Droite et gauche confondues. Oui, droite et gauche On confondues. voit le goût de la C'est Bercy culture. qui gagne toujours. Oui, oui. Et donc, voilà, à partir du moment où vous avez compris ça, vous arrivez à faire en sorte que votre institution continue. Mais vous vous rendez compte, ça affaiblirait l'opéra, donc la musique. Oui. Ça affaiblirait Cannes, le festival Oui, mais de Cannes. regardez ce qu'a fait regardez le le Louvre, par exemple. Regardez ce qu'a fait le Louvre. Ah ouais. Le Louvre va maintenant dans les pays du Moyen-Orient, moyennant une somme considérable qui lui permettent de faire sa restauration, ses travaux, etc. Oui, d'ouvrir le musée de Lens dans quelques jours, et d'autre part de faire ce qui a été fait par Henri Loiret, l'ouverture du département spécial sur les arts de l'islam. Voilà. Et là, l'opération a coûté 100 millions d'euros. 30% l'État et le reste le mécénat. Si on coupe le mécénat ou on taxe le mécénat, non, il n'est pas d'accord. Stéphane n'est jamais d'accord avec nous. Non, vas-y. Non, c'est pas ça. Je dis que à travers une association qui est reconnue d'intérêt public et donc à travers la Fondation de France, il y a des moyens de trouver des parades à ce mécénat direct. Et donc, je pense que le mécénat pourra continuer à exister. J'en suis convaincu. De toute façon, on devra trouver des solutions, parce que sinon, effectivement, on sera très vite contraint à des pires difficultés. Alors, vous voulez ajouter ? Est-ce que les festivals encouragent, favorisent la culture pour tous ? Qu'est-ce que vous allez apporter de plus pour que de toute façon, le spectacle que nous montrons n'est pas, on ne peut pas le donner comme ça, puisqu'il y a des gens qui détiennent les droits de film. Vous ne pouvez pas. Par exemple, en ce moment, aujourd'hui même, il y a une semaine du Festival de Cannes en Roumanie. Très bien, le Festival de Cannes se déplace hors la ville, comme le font d'autres institutions. Bien, et montre comme la ces films Comédie là-bas. Française, Ce qui est très comme bien. bientôt l'Opéra. Sauf qu'on n'a pas les grands films américains. Et sauf que les films qui sont montrés là-bas, il faut que l'ayant droit, le producteur et le distributeur français, d'autres pays, acceptent de le montrer, alors que ces plans sont peut-être différents. Par conséquent, ça n'est qu'une petite image du festival de l'année considérée qui est montrée. Bon, c'est bon pour le cinéma européen et français. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous êtes sous la contrainte évidente des lobbies américains ou de l'industrie du cinéma américain ? Pas seulement, parce qu'un Français peut très bien refuser de montrer son film en Roumanie. S'il l'a vendu là-bas et s'il compte le montrer à un autre moment, peut-être ça ne l'intéressera pas. Alors en quoi c'est le Festival de Cannes en Roumanie ? Pardon, en quoi ? En quoi est-ce ? Parce qu'on trouve quand même des films d'auteurs qui sont très heureux d'aller là-bas. Mais il n'y a pas la totalité de la sélection. Alors on va passer à l'autre. On a pris un peu de retard à la discussion avec le panel. Ce sont des étudiants qui sont de Toulouse, de HEC, d'où encore ? Sciences Po, etc. Alors qui veut prendre la parole ? Allez-y vous avez le micro déjà et vous prenez-le, ça va vous arriver. Bonjour à tous. Vous directement aux intervenants, aux débatteurs. Tout à fait. Bonjour, Jérémy Calfon, étudiant à l'ESCP. Ma question s'adresse à monsieur Gilles Jacob. Bonjour monsieur. Je reprendrai le titre, le thème, comment repenser cette démocratisation culturelle, et ce qui sous-entend qu'une démocratisation culturelle au final est déjà en marche. Et j'ai envie de penser aujourd'hui à la démocratisation culturelle sur Internet et à cette espèce de libéralisation et de démocratisation tous azimuts sur Internet et au téléchargement, et au final à la quasi-gratuité des œuvres cinématographiques sur Internet. Et la question que j'ai envie de vous poser, monsieur, c'est est-ce que cette quasi-gratuité de fait doit-on s'y opposer ? Doit-on s'adapter à cette quasi-gratuité ? Et est-ce que s'y opposer, au final, ce ne serait pas s'opposer à une tendance et au sens de l'histoire, au final ? Le sens de la question, c'est vous voulez qu'ils s'y opposent ou vous voulez pas qu'ils s'y opposent ? Justement... Non, le problème numéro un, c'est les droits des auteurs. Quand vous faites un film, vous avez travaillé, il est normal que vous ayez une rétribution. Bon, ça, c'est la clé de la chose. Alors après, vous avez différentes façons d'être rétribué. Ça peut être, en effet, la VOD, le paiement à la demande. Ça peut être une licence globale, qui est du reste contestée par la plupart des organisations professionnelles. La licence globale voudrait dire que vous donnez quelques euros par an pour avoir accès à tous les films, par exemple. Bon. Ça, c'est l'État qui, en ce moment, les pouvoirs publics font faire une mission par Pierre Lescure, qui fait une grande réflexion sur qu'est-ce que va devenir la diversité culturelle 2 pour répartir toutes ces questions-là. Voilà. Je ne peux pas vous répondre sur ce qui va être fait.
Le piratage, ce n'est pas possible de l'approuver. On sait bien qu'on ne va pas mettre en prison les gens qui piratent, puisque la technologie battra toujours de vitesse ceux qui essayeront de les attraper, puisque maintenant c'est le streaming, après ce sera autre chose. Donc on ne peut pas empêcher le piratage. On peut sensibiliser les gens à leur dire, vous devez quand même comprendre que si vous avez accès à une œuvre d'art, si peu que ce soit, il faut participer à ceux qui l'ont faite. Voilà. Vous, mademoiselle. Il est allumé ? Oui, je suis Anouk Lazare d'HEC et je voulais vous poser une question. Vous avez beaucoup parlé d'amener la culture telle que vous la pratiquez, c'est-à-dire l'opéra, la musique classique, etc., à l'extérieur. Quand est-ce qu'on amène la culture de l'extérieur dans les opéras, etc., c'est-à-dire à quand du slam sur la scène de l'Opéra de Paris, à quand des tags au musée du Louvre, voilà. Est-ce que c'est ça aussi pour vous la démocratisation culturelle ? Alors, je crois que peut-être en étant moins radical, on pourrait quand même répondre à cette question positivement en disant que les artistes qui participent aux différents courants ou mouvements que vous venez de dénoncer sont de plus en plus invités à l'intérieur des institutions. Alors, je ne pense pas, je ne vais pas répondre pour Henri, Henri Loiret qui dirige le Louvre, mais je pense que, ou pour l'Opéra de Paris, je pense que ce qui est important, c'est que nous qui sommes à la responsable des institutions, on soit constamment les yeux ouverts sur ce qui est en train de se passer et l'évolution artistique, et donc les artistes. Parce que finalement, moi, mon job, vraiment, mon métier, ma détermination, c'est de chaque matin de mettre au cœur de mon projet les artistes. C'est de leur donner les meilleurs moyens pour créer, c'est de leur donner les meilleures conditions pour qu'ils puissent créer une œuvre. Et donc, ces artistes, à travers la société, à travers le mouvement dans lequel nous sommes tous, forcément, je fais appel à eux, très naturellement. Rolf Lieberman, dans les années 70, a commencé à faire venir des hommes de théâtre. Et puis ensuite, on a fait venir des peintres. Avant, les peintres, il y a eu une époque, au début du siècle, certes, avec Picasso, où les peintres étaient là, mais ensuite, on a abandonné les peintres. On a considéré qu'on faisait appel à des décorateurs. Puis ensuite, on a commencé à comprendre qu'il fallait recréer, il fallait donner des commissions, il fallait créer des œuvres. On a commencé à essayer de faire travailler beaucoup plus les compositeurs. Et donc, petit à petit, je suis convaincu que chaque mouvement, chaque décennie, apporte des nouveaux mouvements. Et ces artistes, on doit les faire participer. Intégrer ce qui vient de la rue, intégrer ce qui vient de la réalité, vous commencez à le montrer vous aussi. I would just like to say that, I think the role of an opera house is to support the artists who are creating opera. And there are many opportunities, many venues. One of the great things that's going on in the world today is there are so many different types of artistic expression and so many different places for these expressions to be carried out that I think the role of an opera house is to push the art form forward, not just by presenting even interesting new productions of old works, but by creating new work. And certainly when creating new work, we want to bring in the most talented artists to create work that encapsulates and addresses current cultural trends and what's going on in the world. So for example, we have a new opera that we're premiering next season by a composer named Nico Muhly, which deals entirely with the internet. That is the subject and place of the story. So, I do think that for opera to survive, for any high art form to survive, just as museums and other institutions, we all have to reflect what is going on in society today. Oui, moi je suis tout à fait d'accord à ce que vous dites et je pense que il y a beaucoup aujourd'hui, on assiste quand même à une forme de régression dans la présentation théâtrale et scénique, quoique le théâtre s'en sorte mieux que la musique. Et il y a un conservatisme qui s'est installé depuis une vingtaine d'années. Et il y a assez peu d'endroits où on respire la culture de la rue, la culture de ce qui se passe dans la société. Mais vous l'intégrez dans ce que vous faites ?
Bah, moi, j'essaye, mais j'ai pas beaucoup la main en production, donc malheureusement, mais quand ça viendra, vous verrez. Je trouve que, notamment, on convoque pas du tout assez les arts plastiques, qu'on est toujours un peu dans le ronron de la représentation scénique, comme dans les années 60. Enfin, dès qu'on propose quelques anachronismes, y compris dans des genres légers comme l'opérette, on dit « Oh là là, mon Dieu, mais quelle horreur, faut pas parler d'iPhone, faut pas parler de carte bleue ». Enfin, bon, à un moment donné, on étouffe, quoi, et je suis d'accord avec mademoiselle. D'ailleurs, vous êtes, vous, des acteurs importants, vous êtes reconnu pour votre ouverture d'esprit, et en même temps vous êtes prisonnier des traditions, otage de la tradition et de poids économique, culturel, oui, je des pense conservatismes. Il y a des projets singuliers où on pourrait prendre davantage de risques. Et en tout cas, palpiter dans son époque, ça me paraît le plus important. Bonjour, Florence Masquin de l'ESC Toulouse. Ma question s'adresse plutôt à Laurence Equilbé et Stéphane Lissner. On a dit tout à l'heure que le prix n'était pas la seule chose qui empêche les jeunes de venir au spectacle, c'est aussi leur manque d'intérêt. Du coup, quelles solutions concrètes pour éveiller cet intérêt et les encourager à venir voir des spectacles vivants ? Ouais, déjà, Stéphane Lissner le disait, c'est vrai qu'une des productions, c'est très très cher, surtout dans le lyrique. Je pense qu'on pourrait réfléchir déjà à des formats un peu différents. Par exemple, moi, je défends beaucoup l'idée de concert scénique ou l'idée de formats différents où la production peut-être est plus légère et effectivement dédier certains spectacles avec une tarification spéciale, notamment parce que le format parfois de certains concerts peut être un peu comme un set, comme on fait dans le jazz, vous voyez, par exemple 45 minutes, 40 minutes qu'on répéterait plusieurs fois dans une même soirée, où les gens viendraient pour une place modique. Enfin, à mon sens, une maison de concert, surtout aujourd'hui, pourrait avoir une offre qui intègre beaucoup plus la jeunesse. Et moi, dans un avenir proche, je vais vraiment m'intéresser beaucoup à comment on s'occupe aujourd'hui des jeunes entre, disons, les adolescents entre 15 et 20 ans, quoi, et les jeunes gens. Je trouve qu'aujourd'hui, en France, beaucoup de choses, même en Europe, sont faites pour les tout petits, et qu'en revanche, pour les jeunes, il y a un manque cruel d'offres, et notamment parce que les formats ne sont pas les bons, je crois. Depuis à peu près 40-50 ans, il y a un serpent de mer qui revient sans cesse, qui s'appelle l'éducation artistique. Donc chaque gouvernement a promis un grand projet, une grande loi sur l'éducation artistique. Elle n'est jamais arrivée. Donc elle n'est jamais arrivée. Ça veut dire qu'on n'a jamais véritablement voulu introduire au sein de l'éducation nationale un vrai projet culturel d'enseignement artistique qui permettrait à des jeunes élèves de se confronter assez vite à différents thèmes culturels. Ça, c'est malheureusement le cas. Et là, nous sommes très en retard par rapport à l'Europe. Hein, si vous allez en Allemagne, il y a maintenant des crèches ouvertes dans toutes les villes où les parents peuvent amener leurs enfants et où il y a des musiciens qui font travailler des enfants qui ont 3, 4, 5 ans et qui commencent à apprendre le rythme, puis qui commencent, etc. Donc là, il y a un grand retard. C'est mixte entre la ville, entre le théâtre qui donne gratuitement des musiciens pour pouvoir enseigner et bien évidemment les subventions que reçoivent chaque théâtre à travers les Länder. Donc il y a là un grand retard. Nous, on est confronté à un deuxième problème. Je rejoins ce que vient de dire Laurence. On a devant nous, en termes, prenons le concert. On est dans une routine, sempiternelle routine, toujours pratiquement les mêmes programmes. Et donc, au bout d'un certain temps, on joue les grands programmes parce qu'il faut attirer du public, il faut vendre les places. Et donc, on joue les symphonies de Beethoven, les 2 symphonies de Brahms, enfin, on joue Brahms, et on ne s'arrête jamais plus. Et on recommence, et on recommence, et on recommence. Et donc, le public, très vite, en allant même assez vite au concert, se lasse évidemment de cette répétition. Je crois qu'il faut absolument, soit au concert, soit à l'opéra, avoir le courage, véritablement, de casser cette routine des programmes. C'est vrai pour les concerts. Je pense qu'on pourrait mélanger beaucoup plus, par exemple, un certain nombre de genres musicaux qui est aujourd'hui même pas envisageable qu'il puisse y avoir. Pourquoi on devrait avoir un seul orchestre qui fait toute la soirée? Pourquoi on ne pourrait pas avoir un premier ensemble qui joue une pièce moderne, une pièce de jazz ou une pièce baroque avec 2 chanteurs et puis ensuite un programme complètement différent? Ouvrir complètement les programmes
Et à l'opéra, c'est exactement la même chose. Alors, on a davantage ouvert le répertoire à l'opéra. C'est vrai qu'on est passé de 70 titres à peu près 110 titres, hein, voilà, à peu près. Sans parler de la création, ce que disait Peter, qui est essentiel, c'est que notre mission, c'est de ne pas être un musée. Donc, on doit absolument faire créer des œuvres et absolument régénérer le plus possible, évidemment, le répertoire. Mais là encore, la façon dont on présente l'opéra, la convention dans laquelle nous sommes et dans laquelle, pour l'instant, on semble prisonnier, là, je suis convaincu qu'il y a des choses à faire. Et là, je crois qu'à l'opéra, Peter le fait à New York avec des projets qui sont maintenant très différents de ce qui se passait avant à New York. Il a changé totalement l'esprit du Metropolitan Opera. Et nous devons nous attaquer à la même chose, c'est-à-dire on ne peut pas seulement présenter pendant toute l'année 20 titres, se satisfaire de 20 titres, etc. Donc moi, je réfléchis en ce moment, effectivement, à des projets dans lesquels on pourrait avoir vraiment des liens entre le ballet, le théâtre, la musique, les arts plastiques, et où tout d'un coup, on pourrait véritablement faire collaborer les grandes institutions parisiennes ensemble pour pouvoir produire des œuvres qui sortiraient de, encore une fois, des sempiternels mêmes titres. Le Lac des Cygnes, oui, on doit le faire. On doit le faire, le Lac des Cygnes. Et c'est pas ça, c'est la tradition. C'est la tradition d'un grand ballet, et ça a sa place. Mais à côté de cela, on doit pouvoir proposer au public aujourd'hui vraiment un renouvellement du programme. Je ne parle pas de la programmation, mais qu'est-ce que c'est une soirée d'opéra aujourd'hui? Ah ben non, ça je ne vais pas vous le dire aujourd'hui. If I may just add to what Stefan is saying, the metaphor he uses of creating bridges is exactly what I've been trying to do at the Met since I came there. In fact, I told the somewhat conservative board of the Met when they hired me that the Met was an isolated island that had to be reconnected to the mainland, and that we had to rebuild these connections. And everything that we do at the Met today is designed to bring people into the Opera House. We have, in terms of education, America is very disadvantaged. There are no, I believe with the exception of the state of Texas, music is no longer taught in any public school system in the United States. And so we are trying to do we can't possibly replace this great deficit of musical education, but we are doing the best we can to provide opportunities for students to come to the Met for free, to come to dress rehearsals, to use our high definition programs and work with teachers. And we're in 150 different schools around the country now where we have teaching material where we prepare students with their teachers so that they can go to see the opera and hopefully gain some sense of the cultural significance of what the operatic experience is about. We're creating new repertoire by taking classic productions and reducing them in size so they can be presented as family entertainment. For example, this winter we're presenting in the main opera house a 2-hour version of Barbieri de Sevilla in English. So that, but with all the same opera stars and with top casting with the Met Orchestra to make it an experience that young people can be introduced to. So we believe that no effort is too small or too big in this area in terms of trying to develop audiences for the future. Bonjour, Lara Mercier, étudiante à la Sorbonne. Ma question s'adresse spécifiquement à Laurence Equilbet, puisque vous êtes à l'origine d'un projet qui propose des reprises pop d'air classique. Pensez-vous que la démocratisation culturelle implique forcément un mélange des genres entre ceux considérés comme élitistes, c'est-à-dire la musique classique, et les genres plus populaires comme la musique électronique? Et n'y a-t-il pas un risque, pour reprendre les mots de Stéphane Lissner, de dénaturer chacun de ces genres? Je crois que vous faites référence à un projet que j'ai fait avec des musiciens électro. Et c'était parti au départ pour moi d'un souhait vraiment artistique. C'est-à-dire que moi j'ai une démarche très sérieuse dans le classique, c'est-à-dire vraiment respectueuse du texte, respectueuse, et parfois on a besoin de respirer un peu, et rencontrer des trentenaires de la scène électro, c'était vraiment pour moi passionnant. Et je voulais montrer un petit peu à mon public, même si j'avais pris un pseudo exprès pour ce projet, comment j'entendais parfois ces œuvres, comment elles résonnaient en moi. En fait, c'est parti vraiment d'un désir artistique, ce projet.
Et puis, il faut comprendre aussi que 1 + 1, c'est comme quand vous faites un enfant, ça ne fait pas 2, ça fait 3. Hein. Et quand vous mélangez des arts majeurs, comme la scène électro ou la musique classique, vous créez quelque chose de complètement nouveau qui va exister par lui-même et qui ne dénature pas du tout les maisons mères des deux arts, je pense. Hein. Et au contraire, c'est des portes ouvertes, c'est des respirations et c'est des rencontres. Et c'est toute la problématique du crossover qui est aussi, effectivement, vous avez raison de le dire, tout d'un coup... les gens de la scène électro qui ont dit « Ah ouais, c'est vachement bien, ça c'est du Rameau, c'est quoi Rameau ?» Et vice-versa. Par exemple, Murkoff, moi, j'ai des amis très, très mélomanes classiques qui disent « Ah, c'est génial, Murkoff » et tout ça. Bon, alors effectivement, c'est ces vertus-là, même si au départ, je ne l'avais pas fait dans ce but. Mais pourquoi vous êtes senti obligé de prendre un pseudonyme ? Parce que en fait, ça m'a amusé beaucoup, parce que d'abord, j'ai fait 1 ou 2 dîners dans des milieux classiques où j'étais tellement horrifiée de ce que j'allais faire que j'ai vraiment dit « Je veux plus ces conversations ». Ne dînez plus. Et oui, voilà, ça c'est peut-être la solution. Et puis en fait, j'avais choisi comme pseudo-ico, comme iconoclaste, parce que justement on me disait c'est iconoclaste. Et puis il faut savoir que tous les gens dans l'électro avancent masqués, hein, même par exemple les Daft Punk, ils mettent des casques. Hein. Donc ils ont tous des pseudos qui ont une histoire, les pseudos ont tous une histoire. Parawan, il s'appelait Para, puis quelqu'un a signé Para, alors il a mis Para 1, alors c'est devenu Para One, etc. Enfin, ça a tout une histoire. Moi je trouve ça vraiment marrant. Et Murkoff, c'est aussi un pseudo. Et donc, je me suis dit, tiens, je fais un projet avec des électros, je prends un pseudo, quoi. Gilles, Jacob. Non, juste un petit mot pour dire, ça m'ennuie qu'on dise que la musique classique soit élitiste. Vous prenez le ballet Schubert de Rosamund, c'est de la musique militaire. Vous prenez la 3e symphonie de Beethoven, c'est le rythme de « Elle avait de tout petits petons Valentine », chanson populaire française. Vous prenez une symphonie de Haydn, c'est God Save the Queen. Donc tout ça est très populaire, je ne vois rien d'élitiste. Et Mahler, qu'est-ce que ce serait par exemple? Mahler, Mozart, hein? Frère Jacques. Petrouchka de Stravinsky, c'est le bonhomme en bois, les Galeries Barbès. Oui. Bonjour, je m'appelle Vladimir Ollet, je suis à Sciences Po. Et je voudrais savoir si aujourd'hui, j'allais poser une question simple. D'abord, faire une remarque par rapport à ce qu'a dit M. Lissner. Il y a en France, effectivement, des ensembles qui vont aussi dans les crèches, mais ce n'est pas de la même envergure comme l'ensemble de The 2M qui est mené par Pierre Roulier. Mais effectivement, ce n'est pas encore de la même envergure. Et quand ce même ensemble, par exemple, va faire quelque chose au Châtelet, un grand spectacle, la salle ne va pas être vraiment pleine, bien que les tickets soient gratuits et qu'il y ait de la publicité qui soit faite à ce sujet. Peut-être que la question, au fait, de la démocratisation culturelle, c'est aussi la question de savoir si, oui ou non, on est proche des préoccupations des personnes dont on parle depuis tout à l'heure. Et les personnes dont on parle depuis tout à l'heure, les principaux intéressés donc, de la démocratisation culturelle, ceux qui ne peuvent pas forcément se payer des prix dans les grandes institutions d'opéra, sont-ils, par exemple, aujourd'hui représentés dans la salle? Est-ce que les personnes qui viennent aujourd'hui voir le colloque à la Sorbonne sont les personnes dont nous parlons, qui sont effectivement pas atteintes immédiatement par la démocratisation culturelle et cette ouverture? Et donc, au final, est-ce que la démocratisation culturelle ne commencera-t-elle pas vraiment à partir du jour où nous intégrerons les principaux intéressés à cette réflexion? Et comment vous les obligerez à venir alors qu'ils sont librement C'est capables toute la de question. venir s'ils veulent? Et donc, est-ce que nous sommes proches, oui ou non, de leurs préoccupations lorsque nous faisons ces programmes, puisqu'ils n'y viennent pas, forcément? Il y avait beaucoup de points dans ce que vous avez dit. Vous avez parlé de l'ensemble que je connais très bien, c'est l'ensemble marseillais que je connais, que j'ai invité aussi à une époque, enfin, ils sont venus au Festival d'Aix-en-Provence. Je ne connais pas le programme qu'ils ont joué ce soir-là au Théâtre du Châtelet, mais je peux vous dire, à mon avis, que l'erreur, c'est de jouer au Théâtre du Châtelet dans une salle de 2000 places, un programme qui doit être sûrement assez pointu et qui, à mon avis, peut attirer 200 ou 300 personnes. Donc, c'est pas la démocratisation, ça, c'est une erreur de programmation, à mon avis. Hein. C'est quelque chose de très différent. Ensuite, c'est que j'ai essayé, peut-être, je ne me suis pas bien exprimé, mais j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure vraiment que le prix du billet lié au coût aujourd'hui des spectacles est le véritable handicap pour amener le public dans les concerts. Quand on parle de la musique moderne, de cet ensemble qui ne joue que de la musique contemporaine,
Là, il s'agit à l'intérieur de la musique de quelque chose de très pointu, de complexe, qui ne peut pas attirer le plus grand nombre. Je ne crois pas que notre but, ça soit d'avoir une démarche avec le seul objectif d'attirer le plus grand nombre quand on fait une proposition de ce type-là. Je parle de musique contemporaine. Je crois que notre but, c'est énormément d'exigences musicales, c'est-à-dire que le concert soit d'une grande exigence musicale, que le prix soit raisonnable et que les gens qui s'intéressent à cette forme musicale puissent venir. Mais l'exigence artistique, à mon avis, c'est ça le premier point de la démocratisation. C'est la capacité que nous avons à être très exigeants envers nous-mêmes. Et encore une fois, je sais que je me répète, quelle est la mission d'un théâtre du service public. Je crois que c'est ça qui est très important. Mais encore une fois, on ne peut pas convaincre et penser que tout d'un coup, tout le monde devrait s'intéresser à la culture. Il faut faire attention de ne pas tomber dans l'extrême. Je crois qu'il y a des genres tellement différents. Il y a des expositions gratuites, il y a des expositions payantes, il y a des concerts de musique très difficiles, il y a l'opéra populaire, il y a Bercy, il y a l'opéra de Paris, il y a tellement de propositions que le public, heureusement, choisit comme on choisit un sport. Il y a des gens qui préfèrent tel sport ou tel autre. On ne fait pas de convaincre les gens d'aller voir, de faire tous les sports, ou même d'assister à tous les sports. On choisit. Je crois que c'est très important. La démocratisation, pour moi, culturelle, c'est la capacité qu'ont les interprètes, les artistes, d'être le plus exigeants vers le public. Alors maintenant, c'est justement au public, à la salle, d'intervenir, s'il y a des questions pendant un moment. Je vous en prie. Bonjour. Donc pour rebondir concernant la démocratisation, donc vous parliez, Monsieur Lissner, là, j'ai travaillé à l'opéra à l'époque de Mushung, et justement, il y a eu des chiens qui ont été invités à l'opéra, donc des fois, il y a des gens qui peuvent être invités. Et également, pour rebondir, Madame Kilbey, il y a au niveau des technologies, il y a des Auvers-sur-Oise qui mélangent les genres. Et je pense que le problème, justement, maintenant je suis dans l'éducation nationale, et justement il y a l'histoire de l'art qui s'impose de plus en plus dans les programmes. Et Madame Tasca avait fait le plan de 5 ans pour mélanger l'éducation nationale et la culture. Et je pense que la culture très tôt, ce qu'avait dit le prix Artistes pour la paix, plus jeunes les enfants peuvent avoir accès à la culture, mieux c'est pour une ouverture d'esprit, parce que c'est aussi la peur de l'autre qui rend intolérant. Et donc je voudrais savoir, pour rebondir là-dessus, si justement quand vous dites la difficulté des gens qui ont à aller vers l'opéra, je sais qu'à Bobigny, justement, c'est l'opéra qui va au théâtre de Bobigny, parce que les jeunes n'iront pas à l'opéra jusqu'à Bastille. Si justement il n'y a pas besoin, parce qu'on parle de l'histoire de l'art, pour expliquer aux jeunes l'accès à des choses difficiles comme la décaphonie ou Berg ou Picasso, il y a le chemin de certaines œuvres qu'on doit leur expliquer pour qu'ils viennent à la culture. Et également, pour rebondir aussi auprès de M. Gelb, je crois que Mme Obama avait fait une commission, mais je ne sais pas ce qu'elle est devenue, avec Jodie Foster et d'autres personnes aux États-Unis, pour justement faire, je crois qu'elle voulait faire quelque chose justement dans l'éducation en rapport avec la culture, quoi. Voilà. Et pour rebondir avec la jeune fille d'HEC, vous disiez qu'il y a... Oui, je fais très vite. Vous disiez qu'il n'y avait pas les mélanges d'œuvres d'art, comme disait Mme Elgonnet. Je sais qu'à Versailles, ils ont accueilli des œuvres modernes. Ça a un peu choqué d'ailleurs de mélanger Versailles avec des œuvres modernes. Alors, mais ça arrive de mélanger. Qui, là Monsieur Gelb et Monsieur Lissner. Gelb sur Madame Obama, si voilà, et puis éventuellement les 3 autres protagonistes concernant aider à aller vers des œuvres qui peuvent être difficiles d'abord au départ. Quoi, voilà. Bon, ensuite, ça sera vous. That sounded more like a statement than a question. I'm not quite sure what the question was. It sounded more like a statement. D'accord. I'm sorry. C'est ce qu'on avait compris. Il y avait plutôt de commentaires à une question. Alors, non, derrière une question. Si la commission, vous êtes au courant, si en rapport avec la culture, pour faire la même chose, un apport vers les jeunes aux États-Unis, si ça existe aussi, de mélanger l'éducation avec la culture, parce qu'elle avait proposé ça à l'époque. Si vous êtes au courant de ça, si ça existe encore ou pas. As I said earlier, the state of education, arts education in the United States is very low. This is a fact. So I'm sure the Obamas would like there to be more arts education, but that has not yet been accomplished.
Oui, bonjour à tous. Merci pour ce débat très intéressant. Jérôme Coumet, je suis maire du 13e arrondissement de Paris. Et vous avez évoqué à juste raison 3 voies de démocratisation. La voie tarifaire, voire la gratuité. La voie scolaire, et d'ailleurs à ce propos, il se fait quand même des choses extraordinaires dans les écoles, je pense qu'il faut le dire. Et puis, il y a peut-être une manière plus volontaire, aller chercher les publics qui ne viennent pas naturellement à la culture. Et moi, quand je vous entends, j'ai presque un petit malaise, parce que je m'aperçois que des institutions privées, en tout cas financées par le privé, me semblent, quand je vous écoute, alors je ne vais pas mettre Laurence Equilbé, mais je m'adresse à vous aussi, Stéphane Lissner, des institutions privées, je vous apprécie beaucoup, je vous rassure, des institutions privées me semblent plus volontaires pour aller vers le public qui ne vient pas à la culture naturellement. Alors certes, c'est des véhicules particuliers, comme la retransmission de l'opéra par la voie évidemment du cinéma ou des choses en public. C'est sans doute pas une même représentation, mais au moins, il y a cet effort d'aller vers le public qui ne va pas à la culture naturellement. Et essayer de me convaincre du contraire. Qu'est-ce que vous faites pour faire venir à la culture des publics qui n'y vont pas naturellement? Oui, oui, c'est bien vous. Écoutez, le privé dans sa démarche, ou vous reprochez au public de ne pas faire la même démarche? Je vous donne un exemple. Dans le 13e arrondissement, on est en train de monter un parcours de murs peints dans les cités de logements sociaux. Et donc, on fait venir la culture dans les cités de logements sociaux. Des personnes qui, même si les musées sont gratuits, ne viendront pas naturellement dans les musées. Et on essaie de les faire venir par ce biais-là. Par exemple, c'est un exemple. Il y avait l'exemple que donnait Peter Gelb avec cette représentation qui s'adresse au plus grand nombre. Il y a sans doute d'autres initiatives. Je trouve qu'on fait des efforts tarifaires, on fait des efforts vers les scolaires, mais on ne s'adresse pas suffisamment aux personnes qui ne viendront pas de toute façon naturellement vers les institutions. Alors, en 1977, j'étais beaucoup plus jeune, et j'ai été engagé au théâtre d'Aubervilliers par M. Jacques Ralit et M. Gabriel Garand. Et un de mes jobs consistait, comme secrétaire général, à essayer de convaincre une population très défavorisée, extrêmement défavorisée, d'aller au théâtre d'Aubervilliers. Et je m'en souviens très bien pour le premier spectacle sur lequel j'ai travaillé, qui était Coriolan de Shakespeare. Alors, je me suis confronté très vite à un problème de prix de place qui était très très bas. Mais les familles me répondaient que cette somme-là correspondait pour eux mettait en péril leur budget alimentaire. Donc, c'est déjà une grande partie, ils ne pouvaient même pas imaginer. Et là, on parle de prix très très bas. Et ensuite, j'allais dans les HLM. En général, dans les HLM, il y a un endroit où on met les poussettes, où on met les vélos. Et donc là, on réunissait des gens et on essayait de les convaincre et de leur expliquer l'intérêt qu'ils pouvaient avoir pour aller au théâtre. J'ai commencé comme ça. C'était mon premier travail. Et évidemment, c'était un moment pour moi qui a beaucoup marqué ma vie, qui a été très important, puisque c'est ce qui a déterminé, au fond, ensuite peut-être mon envie, souvent répétée, justement, d'essayer de m'adresser au plus grand nombre et de chercher. Et je me suis heurté toujours à deux oppositions, qui est l'exigence dont j'ai parlé, c'est-à-dire notre capacité d'être très exigeant par rapport au travail que nous présentons, et en même temps essayer de trouver, à travers toutes les formes possibles, comment essayer de faire venir ce public assister à des représentations où, a priori, il n'y a aucune chance que cette population puisse venir. Parce que c'est de cela dont on parle. Ceux qui hésitent, qui ont déjà une certaine culture et qui peuvent décider de venir, ils peuvent aussi ne pas le faire par paresse, ils peuvent ne pas le faire pour des raisons X, Y. Mais là, je parle d'une population qui ne peut pas venir. C'est extrêmement compliqué. Et c'est très, très, très compliqué par rapport à la forme de l'opéra. Comme c'est très difficile par rapport à la forme de théâtre. Vous venez de donner un exemple très simple. Vous avez dit, on a organisé plastiquement sur les murs, donc vous avez pu agir concrètement. Quand vous voulez essayer d'attirer le public vers l'opéra ou vers le théâtre, il faudrait pouvoir leur donner une représentation, il faudrait les inviter. Alors, en Italie, à Milan, j'ai organisé à travers tous les théâtres périphériques, Peter Gelb va être content, et déjà les retransmissions gratuites de tous les spectacles sur des écrans, de manière à ce que le public qui n'a aucune chance d'aller à la Scala de Milan puisse venir. Mais aussi, on a travaillé dans la périphérie toujours
en réussissant à amener les artistes pour que les artistes racontent qu'est-ce que c'est Don Giovanni, de quoi ça parle, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est qu'un opéra. Et on a fait ça pendant des mois et des mois. Ça a eu des résultats. Ça a eu des résultats, mais des résultats modestes. Il faut être honnête, modestes. Mais donc c'est un travail qu'on peut faire. Je pense qu'à Paris, en tout cas pour l'Opéra de Paris, c'est une chose dont je vais m'occuper. C'est dans mon projet que j'avais déposé avant d'être désigné. Et donc pour moi, c'est un élément très important. C'est un élément très important. C'est un opéra, entre guillemets, ça peut faire sourire, assez populaire, puisqu'au fond, il y a beaucoup de gens de province qui réussissent à venir. Il y a beaucoup de gens, il y a quand même 900 000, 800 000 spectateurs. Donc il y a quand même beaucoup, heureusement, du public. Encore une fois, le prix reste élevé. Et je pense qu'il faut créer effectivement des représentations où on puisse, à travers le mécénat, proposer des prix très très bas et qu'en même temps, grâce à l'éducation nationale et en même temps, grâce au travail que peuvent faire les salariés de l'Opéra de Paris, aller vers ce public, mais vous êtes obligé d'y rester longtemps. Un débat ne sert à rien. Il faut que vous fassiez... Moi, j'ai proposé, par exemple, en Italie, j'ai fait un programme Mozart qui véritablement c'est parti des ouvrages de jeunesse de Mozart pour aller doucement et essayer de raconter l'histoire, comment les opéras ont été conçus. On est resté 1 an, mais on avait devant nous 40, 50 personnes. Vous ne pouvez pas vous lancer... Si vous faites un débat comme ça, vous n'obtenez rien. C'est vraiment un travail en profondeur et un travail qui n'est pas très rémunératif au sens où vous n'avez pas beaucoup de satisfaction quantitativement. Et vous devez accepter cela. Mais je peux vous dire qu'en ce qui me concerne, depuis toujours, peut-être pas assez à votre goût ou peut-être parfois maladroitement, mais j'ai toujours essayé véritablement de défendre cette idée que nous devons chercher ceux qui n'ont aucune chance de venir. C'est cela qui m'intéresse. Eh bien, après vous avoir entendu avec vos projets, vos engagements, vos initiatives, et puis la force de vos caractères, tous les 4 dans des domaines différents et complémentaires, nous savons que la culture a des avocats convaincus et passionnés d'essayer de partager, d'attirer ceux qui ne viennent pas. Merci à vous tous. Nous nous quittons un peu plus rassurés. Merci à vous.